Alors, merci d'être présent cet après-midi donc pour cette conférence sur l'excellence pour toutes et pour tous. On est vraiment là ici. Et puis surtout, on a des invités de marque qui sont là pour vous encourager, vous présenter les différentes filières. On parlera également des modalités d'accès, on parlera de l'alternance, on parlera également des filles dans les écoles d'ingénieurs, par exemple. On parlera de toute une série de thématiques justement pour vous encourager et vous présenter les différentes filières de l'enseignement supérieur. Il y aura également un temps d'échange qui sera prévu justement après les interventions de nos intervenants, donc pour échanger, pour poser éventuellement vos questions. Si vous avez des témoignages, n'hésitez pas à vous manifester, on se fera une joie de vous écouter, et pourquoi pas d'échanger et débattre autour de certaines thématiques. Alors, ce salon de l'étudiant Grand Paris Sud n'aurait pas lieu justement sans les élus, sans les acteurs justement, les acteurs locaux. Tout de suite, je vais vous laisser donc intervenir Marilyn Pichery, donc, qui est maire de Savigny-le-Temple, et également Michel Bisson, président de l'agglomération de Paris Sud. Donc un mot peut-être sur le salon, sur l'intérêt justement de venir cet après-midi. Alors je constate qu'il y a beaucoup de parents, alors il y a des jeunes, mais il y a également pas mal de parents, pour accompagner peut-être aussi leurs enfants et les encourager dans les études d'excellence. Bonjour à tous, bienvenue à Savigny-le-Temple. On est ravis de vous accueillir avec Michel Bisson qui vous dira quelques mots aussi, et de vous démontrer que c'est possible pour tout le monde. C'est-à-dire qu'impossible ne doit pas être un mot pour vous. Pour vous, c'est possible. Où que vous habitiez, peu importe la profession de vos parents, les études supérieures, c'est possible pour tout le monde. Il y a des filières, il faut oser. Souvent, en terminale, quand vous êtes en terminale, en plus, depuis 2 ans, c'est un petit peu complexe. Hein, les dates changent un peu au gré de la Covid. Les contextes évoluent chaque semaine, mais peu importe. Parce que là, vous êtes en train de vous construire et vos parents, ils ont envie que vous puissiez bien vous construire. Il y a des possibilités pour tout le monde. Là, vous allez découvrir, on a l'IUT de Sénart-Fontainebleau, on a des écoles de commerce, on a des écoles d'ingénieurs, on a différentes écoles qui sont là présentes pour vous montrer que c'est possible. C'est possible en dehors de la Seine-et-Marne, c'est possible du côté de l'Essonne, c'est possible à proximité de Paris, c'est possible pour vous, même sur des écoles qui sont parfois payantes, et parfois ça représente un frein. Moi, je dirais simplement une chose, c'est que tout le monde a le droit de pouvoir se créer un parcours. Ne vous mettez pas les freins là où il n'y a pas besoin d'en avoir. Et ces freins, s'ils existent, il faut les lever. Parce que sinon, on sera toujours dans un système de reproduction sociale où toujours les mêmes feront la même chose. Or, pour tous les enfants, c'est possible. Moi, j'ai pu en bénéficier dans les années 80, parce que j'avais un père qui était ouvrier chez Renault, j'ai pu faire des études de droit. Mes filles ont pu continuer après. Donc, c'est possible pour tout le monde. Et on a le droit aussi de choisir la filière qui nous plaît. C'est-à-dire qu'on a besoin de tout dans une société. Et on ne doit pas dévaloriser un certain nombre de métiers. Donc, moi, si j'avais simplement un mot à dire, à vous, les jeunes lycéens, futurs étudiants, osez vous créer un parcours. Et à vous, mesdames et messieurs, n'ayez pas peur pour vos enfants parce qu'ils trouveront leur voie. Et c'est possible. Merci à vous. Merci Marilyn, elle a dit le message principal, le message essentiel, pas de plafond de verre. Voilà, allez au bout de vos rêves. Mais pour aller au bout de ses rêves, évidemment, il faut maîtriser l'orientation. C'est le pourquoi de ce salon. On est très heureux de l'organiser encore une fois en présentiel, alors que la plupart des salons sont aujourd'hui en distanciel, parce que cette relation, l'interactivité de cette conférence, évidemment, va le démontrer. Donc le présentiel est évidemment absolument essentiel. Et le mot d'ordre de notre agglomération, c'est l'excellence pour tous. L'excellence pour toutes et tous. Voilà. Tous et toutes le méritent. Nous allons y arriver ensemble. Nous avons la chance d'avoir sur ce territoire deux universités prestigieuses, l'université Paris-Créteil, l'université Saclay-Évry,
et les 2 directeurs sont là. Et puis nous avons 3 écoles d'ingénieurs, une école de management de très très haut niveau, mais qui sont ouvertes évidemment à toutes et tous. Et l'ensemble de leurs directeurs sont là. C'est-à-dire, c'est pas ceux qui dirigent l'ensemble de ces institutions sont là. Moi, je les remercie vraiment d'être là, de manière à pouvoir répondre évidemment à toutes les questions que vous vous posez. Vous dire aussi que ce salon-là, on l'organise aujourd'hui. Dans 15 jours, on en organise un autre sur Évry-Courcouronnes, qui sera évidemment à peu près de même nature, mais qui vous permettra, pour celles et ceux qui auraient encore des questions, à venir évidemment y participer. On ne peut que vous y encourager. Voilà l'objectif qui est le nôtre, parce que nos villes sont des villes jeunes, parce que nous croyons à la jeunesse, parce que nous parions sur la jeunesse, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, les enjeux de ce monde, eh bien, c'est d'abord la jeunesse qui sera en capacité de les traiter. Il faut effectivement suivre des formations. Il faut pour cela des écoles et des universités de haut niveau, nous les avons. Et puis, il faut que vous choisissiez votre voie pour aller tout simplement au bout de vos rêves. C'est ce qu'on vous propose à travers cette conférence. Bonne conférence à toutes et tous, et bonne année. Merci pour cette introduction. Effectivement, c'est bien de le souligner. On a la chance cette année de se voir en présentiel. C'est vrai que c'est une habitude depuis 18 mois qu'on avait un peu perdue. En tout cas, on est ravis de pouvoir vous accueillir, de vous éclairer, peut-être vous donner quelques conseils pratiques pour bien vivre votre année du supérieur. Alors, sans plus attendre, je vais présenter nos intervenants de marque. Donc, Patrick Curmy, bonjour. Vous êtes président. Alors, je suis désolée, vous n'avez pas de micro. Il y en a peut-être un seul qui se balade. Voilà. Rassurez-vous, on va leur laisser la parole dans quelques instants. Donc, ça va être fait. Patrick Curmy, donc vous êtes président de l'université d'Evry Paris-Saclay. Merci d'être présent. François Delacherie, bonjour. Alors, vous êtes directeur de Télécom Sud Paris, donc une école d'ingénieurs habilitée par la CTI. On va expliquer dans quelques instants ce que signifie le mot CTI, Commission d'éthique d'ingénieurs. Alors, non, c'est pas Denis Guibard, c'est Denis Guibard, pardon, excusez-moi. Denis, mille excuses. Donc, vous êtes directeur de l'Institut Mines Télécom Business School, et c'est important d'apposer justement le mot Business School à cet établissement. On va en parler dans quelques instants. C'est vrai qu'on a un plateau représentatif avec de très belles écoles, de beaux établissements universitaires. On parlera tout à l'heure justement CGE, CTI, ce qu'on peut entendre effectivement par ces différents acronymes. Alors je poursuis mon introduction. Laurent Prével, bonjour ou rebonjour. Donc vous êtes directeur de l'NCE. On reviendra justement à nouveau sur, on va décrypter ce que ça signifie plus en détail. Donc ensuite, Mathieu Vico, vous êtes directeur. Bonjour Mathieu Vico. Vous êtes directeur de l'ICAM Paris-Sénat, donc vous appartenez à un Grand Paris Sud. 1000 excuses, autant pour moi. Faites partie d'un réseau d'écoles d'ingénieurs ICAM un peu partout en France. Et d'ailleurs, il y a un ICAM à Lille également. À Nantes. Oui. À Toulouse. Et bien le 3. En Afrique, et au Brésil, et en Italie. Alors, on va parler, dans le cadre de la mobilité internationale, on parlera de stratégie multicampus, on parlera effectivement des campus et des partenariats qui peuvent exister entre les universités, entre les grandes écoles avec l'international. Ça, c'est important si vous avez envie d'avoir une expérience à l'international dans le cadre d'une année d'études, d'un semestre d'études, ou même d'un stage. On va le voir dans quelques instants. Et puis, last but not least, Jérôme Laccueil, bonjour. Donc vous êtes administrateur de l'IU. Non, je suis devenu directeur depuis. Génial. Organiser des élections malgré la crise sanitaire. Donc c'est post-Covid. Eh bien, félicitations pour vos nouvelles fonctions. On peut l'applaudir, s'il vous plaît. Voilà. Bon, alors, trêve de bavardage. Je vais vous laisser donc la parole pour vous présenter plus en détail. On parlera également des filières. Juste en introduction, je voulais rappeler quelques chiffres. Je suis Madame Chiffre un petit peu. Donc j'ai eu une conférence il n'y a pas très longtemps avec Jérôme Teillard de Parcoursup. Je pense qu'il y a certains élèves de terminale qui sont présents justement cet après-midi. Sur la plateforme Parcoursup, il y a 19 500 formations répertoriées. Alors ça peut effrayer, ça peut être grisant, mais c'est vrai que contrairement à vos aînés, où le choix finalement d'une orientation post-bac, souvent c'était l'université ou une prépa, éventuellement pour faire une grande école, aujourd'hui on se rend compte que l'offre de formation, elle est pléthorique. Ça veut dire aussi que c'est important d'être bien accompagné pour choisir la formation qui vous convient. Petite sémantique, et puis après j'arrêterai de parler. Quand vous êtes dans le secondaire, on vous appelle des élèves, c'est-à-dire que la connaissance, les savoirs, se font de manière un peu descendante. Quand vous êtes dans le supérieur,
On change de paradigme. Vous êtes des étudiants. C'est-à-dire que vous êtes acteurs de votre parcours de formation, vous allez choisir vos enseignements, et souvent, d'après les témoignages, ce sont les meilleures années de votre vie. Je dis ça, je dis rien. Donc on poursuit tout de suite. Peut-être tu me mets debout parce que, non pas que j'ai besoin d'être vu, mais que je puisse savoir à qui on s'adresse. Donc, en premier lieu, bonjour à toutes et à tous. Merci d'être présents. Ce que je voulais vous dire en introduction et très simplement, c'est qu'il y a quelques années, on était à votre place. Je comprends parfaitement cette espèce de saut dans le vide que peut représenter la fin du lycée pour aller vers des apprentissages, l'acquisition de savoirs qui sont beaucoup plus ouverts qu'au lycée où, au fond, les programmes sont un peu les mêmes. On a une filière de bac général à Paris, à Marseille ou à Lille, c'est au fond un peu la même chose partout. Et là, comme vient de le dire Madame Chiffre, Khadija, Madame Chiffre, près de 20 000 parcours différents qui sont offerts après le baccalauréat. Donc, en premier lieu, je pense que ce choix doit permettre aux élèves de terminale, ici présents, à leurs parents, d'aller vers le sens. C'est ça qui vous permettra d'être le plus à l'aise dans votre parcours d'études et de formation. Quel sens voulez-vous donner à vos études, sans même parler de métier? Est-ce que je veux être autonome? Est-ce que je veux être dans un grand domaine technique? Est-ce que je veux être dans un bureau? Est-ce que je veux être dehors? Essayez de trouver ce sens et ça vous permettra de suivre votre propre pente. Au fond, nous, ce qui nous intéresse, c'est que vous soyez épanouis, libres de choisir l'émancipation, que vous puissiez couper petit à petit ce qui vous relie, non pas la dimension affective de vos parents, mais ce qui vous relie à une forme de dépendance et vous puissiez exprimer le meilleur de vous-même. L'université, et c'est vrai dans toutes les universités de France et de Navarre, offre de multiples parcours parallèles. C'est plus simple dans une grande école, il y a moins de parcours, c'est souvent plus compliqué, l'accès en termes d'attendus. En tout état de cause, comprenez que l'université, même si la plupart des entrées ne sont dites non sélectives, personne ne vous interdit de vous inscrire à l'université dans nombre de formations. De fait, l'observer, ce que l'on observe, et nous bataillons contre ça, c'est que c'est une forme de sélection par l'échec. Et donc la meilleure façon de réussir, le barrage le plus important est entre la première année et la seconde année, et nous faisons en sorte d'accompagner les étudiants, mais la meilleure façon de réussir, c'est d'être en harmonie avec soi-même, ce que je viens de dire, trouver le sens de votre vie, non pas le plus tôt possible, mais le grand domaine dans lequel vous avez envie de vous épanouir. Et le monde qui est devant nous est un monde complètement ouvert. Sur l'environnement, c'est une certitude. Les questions du numérique en sont une autre. La souveraineté de la France, avec la réindustrialisation sera dans votre agenda. C'est des questions qui vous seront posées. Donc, être acteur de ces trois grands domaines, c'est déjà quelque chose de formidable. Et l'université, donc, maintenant pour revenir à Parcoursup et à l'université, offre des voies dites non sélectives, donc des licences qui vont des sciences humaines ou des humanités, en passant par la technologie, aux sciences fondamentales et appliquées, donc les licences dans le domaine des sciences humaines et sociales et humanités, musicologie, histoire, sociologie, économie, administration économique et sociale et gestion. La plupart sont non sélectives. Il y a là aussi des parcours sélectifs, c'est ce qu'on appelle les doubles licences, mathématiques et économie. C'est une exigence plus forte et ça va vers une plus large ouverture de possibles au terme de cette licence. Nous avons des licences qui sont diplômées par l'université Paris-Saclay. Ça ne vous dit rien et c'est normal, mais Paris-Saclay est un regroupement d'établissements qui donne une visibilité internationale à votre diplôme. Toutes ces licences sont diplômés Paris-Saclay, langue étrangère et appliquée, et ensuite des licences de double diplôme où on acquiert non pas, c'est un peu compliqué le distinguo, c'est pas une double licence comme mathématiques et économie où on donne
une couleur mathématique et une couleur économie. On a aussi des licences de double diplôme, où au terme des 3 ans, vous allez acquérir 2 diplômes en parallèle. Biologie et informatique, droit et informatique. Ça peut paraître curieux d'avoir un diplôme entier de droit et un diplôme entier d'informatique. Mais le monde d'aujourd'hui, vous le voyez, est pénétré de façon absolument transverse par le numérique. Et ce qui se passe au fond d'une puce quand c'est dans le dur ou dans un algorithme, eh bien les juristes doivent savoir dire ça vous protège ou ça ne vous protège pas. Et de la même façon, un informaticien, lorsqu'il construit son programme, doit avoir pleinement conscience de ce qu'on peut faire ou ce qu'on ne peut pas faire. Donc voilà un diplôme très original, droit et informatique, et droit et économie. Donc ça, ce sont des licences de double diplôme. Vous avez 2 compétences, pleines et entières, c'est sélectif, et c'est diplômé par Saclay. En dehors des humanités et de ces licences sélectives, vous avez donc tout le domaine des sciences et technologies qui sont ouvertes sur un portail, maths, physique, techno. Vous avez les domaines des sciences fondamentales et appliquées, maths, physique, chimie, mathématiques, biologie, qui sont également ouvertes sur des portails. C'est-à-dire que la première année, vous tâtonnez, plus que tâtonnez, vous avez des fondamentaux dans ces disciplines, et en deuxième année, vous choisissez votre filière pour prendre le temps de respirer et de bien sentir les endroits où vous êtes à l'aise. Et puis, il y a tout le bloc de ce qu'on appelle l'IUT, qui offrait jusqu'à aujourd'hui, jusqu'aux étudiants qui sont actuellement en cours, un diplôme universitaire de technologie en 2 ans, avec 9 mentions de diplôme. Ces diplômes ont été transformés en bachelor universitaire de technologie, les fameux BUT, qui sont des formations en 3 ans, qui peuvent se faire avec ou sans apprentissage. Lorsque vous êtes en apprentissage, vous avez aussi un financement partiel de vos études. Là, donc, transformation du DUT en 2 ans en BUT en 3 ans, c'est la rentrée qui vient. Et ça peut donner soit une ouverture directement sur un métier, ou pour celles et ceux qui le souhaitent, continuer en master avec une entrée qui est sur dossier, avec un examen des professeurs. Vous avez un panorama donc assez complet. L'entrée en licence qui peut être non sélective ou sélective. Des licences qui sont Université d'Evry ou Université Paris-Saclay, qui sont plus sélectives sur Paris-Saclay. Tout le domaine du DUT qui devient BUT, c'est une formation en 3 ans, maintenant on ne s'arrête pas au bout de 2 ans, qui peuvent être avec ou sans apprentissage. Et puis les domaines, humanité, sciences et techno, sciences fondamentales et appliquées. Tous les enseignants de l'université sont également chercheurs, on les nomme enseignants-chercheurs, ils travaillent dans les laboratoires, et il faut en profiter, vous avez un contact avec ceux, très modestement, qui créent des savoirs. Qu'est-ce que c'est que créer un savoir ? Pensez à Thomas Edison, avant il y avait la bougie, après il y a la lampe électrique, il y a une forme de discontinuité, de rupture dans la marche du monde. Imaginez qu'aujourd'hui vous soyez obligé d'éclairer votre chambre avec une bougie, c'est faible, ça sent pas bon, il faut renouveler, etc. Eh bien, vous voyez, ces ruptures-là viennent des laboratoires, donc des laboratoires dans tous les domaines que je viens de vous citer, en sciences humaines et sociales, en biologie, en mathématiques, en informatique, en chimie, en robotique, en automatique, en musicologie. Et donc, vous êtes au contact de ceux qui créent les savoirs. Ça vous distingue aussi du lycée, et ça vous permet, pour celles et ceux qui ont cet appétit de création, de créativité, eh bien, de vous épanouir dans un domaine qui vous amènera vers ce qu'on appelle la recherche et le monde académique. J'ai trop parlé, et on est là pour répondre aux questions. Alors, Patrick, mais juste un point, on va rappeler qu'effectivement, si vous souhaitez connaître le détail des plaquettes, des licences, des parcours de formation, puisque depuis ce qu'on appelle les accords de Bologne, l'enseignement supérieur européen s'articule autour du 358, licence, master, doctorat. Et effectivement, si vous souhaitez en savoir plus sur les filières, les parcours, les cursus proposés par l'Université d'Evry, Paris-Saclay, vous avez un stand, il y a un stand qui est présent justement à côté, vous allez avoir le détail des plaquettes. Juste une petite question, notamment sur les idées. Alors c'est un peu pour déconstruire à nouveau les représentations qu'on peut avoir. Souvent on se disait que l'université c'est un peu la jungle, on est un peu anonymisé. Aujourd'hui l'université accompagne à la réussite.
Il y a beaucoup de TD, on travaille aussi en mode projet. Est-ce qu'on peut revenir rapidement là-dessus, justement, sur l'accompagnement, le tutorat peut-être également? Alors, l'accompagnement est inscrit dans le parcours de licence, on appelle ça la maquette. Donc, il y a un accompagnement obligatoire à côté des cours. On appelle ça les actions pour la réussite en licence, ARL, Action pour la réussite en licence, c'est obligatoire dans toutes les filières. Donc il y a des heures qui sont dédiées pour accompagner celles et ceux qui le veulent sur un mode volontaire avec des emplois, des heures, des plages horaires qui sont réservées. À côté de ça, il y a le tutorat, donc l'entraide entre étudiants, mais pas de façon horizontale, des étudiants de master qui, sur un mode, se déclarent volontaires et après examen par les instances de l'université, on considère qu'ils ont la capacité d'aider des étudiants plus jeunes. Donc, ils sont payés pour faire ce tutorat et ils se mettent à disposition de celles et ceux qui souhaitent être accompagnés par celles et ceux qui sont passés par là et qui connaissent les moments critiques où on perd un peu le pied, on perd un peu le sens, et par le dialogue et la proximité humaine, eh bien, ça permet de surmonter ces obstacles. Enfin, il y a, vous le savez, aujourd'hui, sur les licences non sélectives, il y a 2 réponses que donne l'établissement. Il y a une réponse oui, on vous prend, c'est à vous de répondre en temps et en heure, j'accepte la proposition que l'on m'en fait et on va vers une inscription définitive. Et puis il y a une autre modalité qui s'appelle oui-si, qui n'est absolument pas discriminante, mais qui signifie aux jeunes lycéens que le corps enseignant, par rapport à ce que vous souhaitez faire, le corps enseignant considère qu'il y a une distance et on va vous demander de suivre un parcours d'accompagnement spécifique. Prenons l'exemple, vous venez de filières extrêmement concentrées sur les sciences exactes, mathématiques, physique, chimie, et vous voulez faire du droit, on considère qu'un accompagnement spécifique sur ce qu'est le droit, ses fondements, ce à quoi ça mène, comment ça pénètre aussi notre vie, comment le droit protège, on va vous demander d'être accompagné et vous recevrez une réponse oui, si. Oui, on vous prend si vous êtes accompagné. Ça suppose que vous prendrez un peu plus de temps par rapport à ce qu'on appelle la maquette, qui est le socle commun affiché, pour avoir, en plus de vos études, si vous choisissez le droit et que vous venez des sciences exactes, pour avoir plus de temps accompagné sur des éléments qui faciliteront la jonction entre ce qu'on perçoit que vous avez appris et ce qui est attendu par la filière. Ça, c'est les modalités oui-si. Comprenez que oui-si, quand vous recevez oui-si, considérez-le comme une chance. L'établissement vous donne plus de temps pour être accompagné. Ça n'est absolument pas discriminant ou une forme de rejet. Quand c'est apparu dans Parcoursup, ça a été très très mal vécu par certaines et certains qui pensaient qu'il y avait une forme là de rejet. Non, c'est pour que vous ayez conscience qu'on vous proposera des accompagnements, mais on vous demande de les suivre. On vous demande de les suivre parce que par expérience, si vous voulez faire le grand saut qui consiste à être adulte, autonome, et puis amoureux, parce que ça perturbe aussi les études, et c'est normal, c'est la vie, et qu'en plus il y a une distance sur ce qu'on appelle les fondamentaux disciplinaires, ça fait beaucoup pour une seule femme ou un seul homme. Donc prenez ça comme une marque particulière d'attention et une chance à saisir. Merci beaucoup. Effectivement, tout est mis en œuvre pour accompagner les jeunes, les étudiants à la réussite. Oui. Je vais vous décomplexer, mes collègues vont râler. Oui. Tout à l'heure, ils ont commencé, mais après je ne dirai plus rien. Je suis président d'université, je suis médecin et docteur en sciences, en biochimie, vous voyez. Mais je viens d'où? J'ai fait une seconde technique, un bac techno, et à un moment donné, je me suis dit, ces filières proprement technologiques m'intéressent, mais je n'y trouverai pas le sens profondément, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est quelque chose je sais que je serai en discordance interne, il y aura une distance, je voudrais aller quelque chose vers plus d'humain, vers une offre vers l'autre, et donc j'ai choisi de faire médecine. Et tout le monde m'a dit, Patrick, c'est pas pour toi. Patrick, le technique et la médecine, c'est le grand écart, tu n'y arriveras jamais. Certains m'ont dit, Patrick, t'es pas assez intelligent. C'est une forme d'humiliation et c'est extrêmement dur quand vous avez 17 ans, 16 ans, 18 ans. Et ces choses-là,
c'est par l'acharnement, le travail, parce que faire une licence, c'est, pensez-y, c'est comme si on refaisait son lycée, seconde, première, terminale. Il faut qu'il y ait de votre part un engagement plein et entier et allez là où vous voulez aller. Et vous réussirez. Il n'y a pas de barrière. Alors vous réussirez parce que vous aurez ici des trucs qui vous disent j'ai envie de faire ça, faites-le. Merci en tout cas pour ce message d'espoir. De passerelle possible, effectivement. Alors on poursuit notre incursion dans l'enseignement supérieur. François de la Cherie. Alors, Alors je vais rappeler, oui, Ouais. directeur Télécom Sud Paris. Pour l'instant, c'est lui qui occupe la lumière, donc on va le laisser. Merci. Tu auras ton tour. Notre priorité à tous, c'est d'aider les jeunes à devenir excellents. Et à Télécom Sud Paris, nous les formons à l'excellence numérique. Nous les aidons à réussir leur vie professionnelle et leur vie tout court. Et nous travaillons pour développer leur talent à ces étudiants. Qui d'entre vous ici pense qu'il n'a pas de talent? Bonne réponse. Nous avons tous du talent, vous avez tous du talent. Ce qui est important après, c'est de bosser, de trouver les bonnes personnes, les bons enseignants qui vont permettre de développer ce talent. Alors pour ça, dans une école d'ingénieurs, nous adaptons nos formations aux besoins de la société. Et je vais donner 2 exemples. Bientôt à Télécom Sud Paris, à la rentrée, nos étudiants pourront s'inscrire dans un parcours santé numérique, faire du numérique au profit de la santé. Je donne un deuxième exemple. À la rentrée aussi, nous aurons un nouveau parcours qui est un parcours environnement. Environnement numérique. C'est important de faire du numérique tout en respectant notre planète. On appelle ça la sobriété numérique. Je viens de vous donner 2 exemples de ce qu'on fait en formation dans une école. Mais être excellent, devenir excellent, c'est aussi probablement être en contact avec le milieu de la recherche. Le milieu de la recherche, c'est là où on invente des nouveaux savoirs. Et dans une école d'ingénieurs, dans la nôtre, et dans beaucoup d'écoles d'ingénieurs, nous mettons les étudiants très tôt en contact avec des chercheurs. Et certains d'entre eux s'inscriront même dans un parcours de recherche et continueront leurs études après leur école d'ingénieur pour être chercheurs. Pour devenir chercheurs réputés, comme tous leurs profs d'ailleurs. Et je vais donner 2 chiffres. Nous avons un peu moins de 1000 étudiants, nous avons 100 enseignants-chercheurs, mais tous nos enseignants sont des chercheurs, et tous nos chercheurs sont des enseignants. Alors, devenir excellent, c'est être formé à l'excellence, c'est peut-être de faire de la recherche, et c'est aussi avoir la possibilité d'innover. Et nous, à Grand Paris Sud, avec nos collègues, je vais vous présenter par exemple Denis qui parlera tout à l'heure, ou Laurent, nous avons la chance à Évry d'être dans un écosystème de Grand Paris Sud où nous avons un incubateur, c'est-à-dire un endroit où nous aidons des entreprises à créer et à se développer. Nous avons un incubateur qui est un des meilleurs incubateurs de France. Je vous donne quelques chiffres. Nous créons ensemble une quinzaine de nouvelles sociétés par an. Cette année, en janvier, nous en avons envoyé 4 à Las Vegas, au CES. Le CES, c'est quoi? Le CES, c'est le plus grand salon mondial de l'innovation. Donc, nous sommes capables d'accueillir des jeunes, de les aider à monter leur boîte, pour qu'ensuite ils aillent se frotter au meilleur du monde à Las Vegas. Ça, c'est vraiment une chance incroyable. C'est aussi rendu possible dans l'enseignement supérieur, dans ce bassin de Grand Paris Sud. Nous nous souvenons en permanence que nous, école d'ingénieurs, école de management, comme IMTBS, nous sommes à proximité du Génopole, qui est un organisme français qui est à la pointe de la génomique mondiale. Donc nous avons tout ça sur place. Et ça, vous y avez accès pour vos études supérieures. Ça dépend de ce que vous allez vouloir faire. Et dans tous ces domaines de la formation, de la recherche, de l'innovation, vous avez ici sur le territoire des possibilités absolument formidables. Qui d'entre vous aurait envie de faire un morceau de son parcours d'étudiant à l'international?
vois quelqu'un qui lève la main. 2. Meilleure réponse, encore meilleure réponse tout à l'heure. En fait, moi, je vous le suggère. C'est une manière de s'ouvrir au monde. Et dans les écoles, nous offrons souvent la chance à nos jeunes de faire leur première expérience à l'international. À Télécom Sud Paris, par exemple, nous offrons la chance à nos étudiants d'avoir un deuxième diplôme, en plus du diplôme de l'école, dans une vingtaine d'universités à l'étranger. Nous avons par ailleurs une centaine de coopérations internationales avec des universités tout autour du monde. Et en fait, en venant à Télécom Sud Paris, un étudiant, il intègre 3 communautés intéressantes. Il intègre un institut, qui est l'Institut Mines Télécom, qui est le plus grand institut en termes de nombre d'étudiants, ingénieurs ou managers, 13 000 étudiants en France. Il intègre une deuxième communauté, qui est l'Institut Polytechnique de Paris, auquel nous appartenons avec Télécom Paris, l'ENSTA, l'ENSAE et l'École Polytechnique. Et surtout, il intègre une formidable communauté, c'est la communauté dans laquelle nous sommes aujourd'hui, qui est la communauté Grand Paris Sud, qui permet à ces jeunes de lycée de devenir excellents et d'être excellents tout court. Je vous remercie. Je cède la parole à Khadija ou à Denis Guibard. À Denis Guibard, effectivement, on va poursuivre. On peut l'applaudir, s'il vous plaît. Merci François. Alors, moi, j'ai envie de vous emmener un petit peu de l'autre côté de la Seine, à Évry, justement, à Évry-Courcouronnes, puisque c'est là qu'avec François et Patrick et Laurent, on est installés. Donc, moi, je dirige Institut Mines Télécom Business School, donc c'est l'école de commerce qui est installée à Évry-Courcouronnes, qui est une des 20 meilleures écoles de commerce en France, reconnue par ses diplômes validés par l'État, aussi bien un diplôme en Bac+3 qu'un diplôme en Bac+5, qui est reconnu internationalement, fait partie des 75 meilleures écoles de commerce reconnues par un journal qui est quand même très connu dans le monde des affaires, qui s'appelle le Financial Times. Donc on est une des grandes écoles de commerce de référence en France. On est installé là-bas. Alors je ne sais pas si Évry est par là, parce que je suis un peu perdu géographiquement, mais tout près de chez vous, et vous le savez peut-être même pas. Et cette école, comme on le disait, elle est aussi pour vous. On recrute, parce qu'ici, vous êtes principalement, je pense, des lycéens, donc on n'en est pas encore à recruter en Bac+2 ou Bac+3, mais ça vient vite. On recrute à la fois en post-bac, donc vous pouvez nous trouver sur Parcoursup, puisqu'on a un bachelor, un programme en 3 ans, et puis on recrute aussi en Bac+2, en Bac+3, dans le programme qui est un master, donc qui mène au Bac+5, pour des étudiants qui viennent soit de classe préparatoire, soit qui sont passés par un BTS, un but, puisqu'on en parlait, une licence pro, et on a un certain nombre de filières de recrutement qui sont très variées et qui permettent à chacun de trouver son parcours pour aller chez nous, et puis y revenir éventuellement plus tard. Parce que ça, c'est un point important. Vous êtes à un moment où vous vous posez des questions sur votre orientation, notamment, et face à cette... On avait les chiffres. Donc vous êtes face à la multitude des formations possibles qui sont présentes sur Parcoursup, et vous vous posez des questions et vous dites « et si je me trompe ?» Mais vous avez le droit de vous tromper à ce moment-là. Parce que pensez bien, contrairement peut-être à ce que les gens de ma génération pouvaient penser quand ils étaient à votre place, vous ferez des choses complètement différentes tout au long de votre vie. Les compétences, les métiers qui existeront dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, on ne sait même pas ce que c'est. Donc ne choisissez pas, ne pensez pas que vous choisissez un métier aujourd'hui, parce que ce n'est pas le métier que vous exercerez pendant les 40, 45 ans que durera votre carrière professionnelle. Donc pensez plutôt à ce qui est le début de votre parcours, à ce que vous avez envie de faire, à ce que vous êtes, et ne vous posez pas trop de questions en ayant peur de l'avenir. L'avenir, c'est vous qui allez le construire de toute façon. C'est un point de départ simplement que vous choisissez. Il est important, certes, mais il n'est pas définitif. Ayez bien ça en tête, et je pense que ça doit aussi vous détendre un petit peu face à cette forêt de possibilités, ces interrogations, ces inquiétudes, et puis même si vous n'avez pas exactement la formation que vous aviez mis en numéro 1, ce n'est pas forcément très grave, parce que vous aurez la possibilité soit de vous épanouir dans celle que vous choisissez, bien sûr, soit éventuellement de revenir plus tard. Et ça, je crois que c'est extrêmement important à ce stade, et au moment où vous en êtes dans votre parcours et dans vos choix. Alors pour revenir à l'école qui est là-bas, de l'autre côté de la Seine, à Évry-Courcouronnes, c'est une grande école. Alors, les grandes écoles, parfois, on ne sait pas trop ce que c'est pour vous, mais ce n'est pas non plus quelque chose, ça a été dit et répété, ce n'est pas inaccessible.
Et c'est important, c'est pour ça qu'on est là, pour échanger avec vous, pour vous montrer aussi que c'est possible. Et c'est pas simplement quelque chose pour quelques-uns qui viennent d'un endroit, des meilleurs lycées parisiens, ou ceux qui sont des classes sociales les plus favorisées. Notre école, nos écoles, elles sont ouvertes à tous, elles sont accessibles à tous. Nous, on a quelques valeurs à l'école, il y en a une qui est extrêmement importante, c'est ouverture, et derrière ouverture, il y a diversité. Diversité dans toutes les dimensions. Alors là, c'est un mauvais exemple. On n'a que des hommes. Sur la scène, c'est malheureux, c'est comme ça. Chez nous, c'est 50-50, aussi bien dans le corps professoral que parmi les étudiants. On a des gens de toutes origines géographiques, de toutes origines sociales. Les grandes écoles, notamment les écoles de commerce, on dit que ça coûte très cher, et pour la plupart d'entre elles, c'est vrai. Chez nous, plus de la moitié des étudiants viennent gratuitement à l'école. Les boursiers sont exonérés de droits de scolarité. On est l'école de commerce la moins chère et de très loin en France. Et ça, c'est extrêmement important parce que de cette ouverture, de cette diversité dans toutes les dimensions, naît la richesse. La diversité, c'est ce qui crée de la valeur, c'est ce qui crée de la valeur collectivement, c'est ce qui enrichit aussi individuellement chacun d'entre vous. Et ça, c'est vraiment une marque de fabrique. Puis l'ouverture, c'est aussi le fait de croiser les compétences. On a cette particularité qu'on est une école de commerce qui est sur le même campus et qui partage beaucoup d'activités avec l'école d'ingénieurs que dirige François. On est deux écoles au même endroit, puis il y en a une troisième qui est pas loin, et on partage les choses. Et ce croisement entre le management et les technologies, c'est aussi extrêmement important. C'est ce qui fait l'évolution de la société, parce que tout choix technologique comprend des dimensions humaines aussi. C'est ce que toutes les entreprises attendent. Pas simplement d'avoir des purs ingénieurs ou des purs managers, mais des gens qui savent hybrider, croiser les choses. Et ça, c'est aussi quelque chose qui est très particulier, que nous faisons sur notre campus, parce que nous sommes deux écoles au même endroit. Et on a aussi, autre élément, et c'est pour ça que je vous invite, et les portes sont ouvertes. Venez nous voir, c'est pas loin à Évry. On a un vrai campus, une vraie vie d'étudiants, une vraie vie associative, une capacité de vous loger. C'est aussi quelque chose qui peut être un frein pour aller vers certaines formations. Nous, tous les étudiants qui viennent à l'école, ils sont logés sur place pour leur première année. C'est aussi une facilité pour commencer cette intégration et cette bascule quand on passe, notamment en post-bac, du monde lycéen, où on est encore le plus souvent dans la famille, et où l'établissement il peut être un petit peu plus loin et on n'y va pas forcément tous les jours. Nous, on met en place tout le dispositif qui permet aux étudiants, aux jeunes étudiants, ceux qui te passent d'élèves à étudiants, d'être accueillis chez nous dans toutes ces dimensions. Donc, n'hésitez pas à venir sur le stand qui est en dessous. Florie est là pour vous accueillir et vous répondre à vos questions. Cette école, comme les autres, mais là je parle de la mienne, elle est aussi pour vous. Elle a plein de possibilités derrière. Vous pouvez faire du marketing, du management des ressources humaines, de la direction de projet, avec des thématiques qui sont autour du numérique. On a été créé il y a 40 ans, au tout début des technologies numériques, pour former des gens au management du numérique. Donc le numérique, vous êtes tous des digital natives. Nous aussi, d'une certaine façon, on est digital native et on vit avec le numérique. On vit aussi avec ces enjeux de responsabilité et de développement durable qui vous mobilisent de plus en plus. C'est un fil conducteur aussi de nos formations. Donc vous trouverez tout ça chez nous. Donc venez nous voir. Cette école, c'est la vôtre. Merci beaucoup, Denis Dubin. On peut effectivement vous applaudir. Tout de suite, on va passer à Laurent Prévé, donc directeur de l'ENSIE. Alors, donc l'ENSIE, vous avez compris, c'est déjà un exercice compliqué de savoir comment ça s'épelle. C'est comme ça s'écrit, hein, E-N-S-I-I-E. Voilà, donc l'E-N-S-I-E. Donc l'École nationale supérieure d'informatique pour l'industrie et l'entreprise. Donc comme son nom l'indique, qu'est-ce qu'on fait? On forme des ingénieurs en informatique. On revendique d'ailleurs le fait d'être la première école qui a été créée pour faire de l'informatique en 1968, à une époque où les informaticiens passaient leur journée à faire des petits trous dans les cartes. Bon, je ne vous explique pas le bond qu'on a fait en 50 ans. Alors, pour compléter ce qui a été dit et pas prendre trop de temps, donc nous, on recrute à Bac+2. On est une école publique, sous tutelle du ministère de l'Enseignement supérieur de la Recherche et de l'Innovation. Ça veut dire que nos frais sont exactement alignés sur le même décret que ceux qui régissent les droits d'inscription à l'université. Donc, si je ne dis pas de bêtises, après le débat qui a eu lieu, qui a commencé il y a quelques semaines, qui vient d'être éteint, donc ils seront reconduits l'année prochaine à 601 € par an. Voilà, ça ne bougera pas. Et donc on accueille à peu près 130 étudiants par an qui sont issus des classes préparatoires aux grandes écoles, puisque nous aussi on fait partie de la conférence des grandes écoles. Et puis un contingent d'à peu près 10 à 20 qui viennent de DUT informatique. Et puis on a une voie par apprentissage. Aujourd'hui on accueille à peu près 30 jeunes par apprentissage. Voilà, qui suivent aussi le même parcours, mais pendant 3 années, sous ce statut d'apprenti.
Et puis on a les mêmes filières que la plupart des écoles d'ingénieurs qui peuvent intéresser aussi vos parents, j'en profite puisqu'ils sont là. On fait aussi de la formation continue, on fait aussi de la validation des acquis de l'expérience, et on fait aussi de la formation tout au long de la vie. Voilà. Laurent Prével, est-ce qu'on peut rappeler juste un peu, rapidement, ce que c'est l'alternance peut-être pour les novices? Alors, l'alternance, c'est très simple, comme son nom l'indique, vous êtes la moitié du temps en école et la moitié du temps en entreprise. Donc ça veut dire que quand vous déposez votre dossier, donc là on fait une étude précise avec vous du dossier, on est associé à un CFA qui est d'ailleurs commun à l'Université Centre de formation d'Evry. pour apprentis. Voilà. Oui, c'est vrai qu'on manipule pas mal d'acronymes. Donc le CFA EVE, parce qu'il est basé à Évry-Val d'Essonne. Voilà. Et donc avec eux, vous choisissez une entreprise. Hein. On a généralement beaucoup plus d'entreprises qui vous recherchent plutôt que de candidats apprentis. Parce que je le rappelle, on est sur l'informatique. Donc je vous ferai grâce du fait qu'on recherche quand même 10 000 ingénieurs en informatique chaque année et on ne les trouve pas. Donc il y a de quoi en former. Et donc une fois qu'on a trouvé l'entreprise, on fait 3 jours à l'entreprise, 2 jours à l'école, ou 2 jours, 3 jours pendant les 3 années. Et la plupart du temps, évidemment, on reste en entreprise. Donc je vous fais grâce des taux d'employabilité. Généralement, nos ingénieurs sont déjà employés, même quand ils sont en 3e année. Et aujourd'hui encore, ils se permettent, c'est pas forcément une bonne chose, ils se permettent éventuellement de quitter une entreprise le vendredi et d'attaquer dans une autre le lundi. Bon, c'est du luxe, ils en profitent pour l'instant, mais bon, il faudra peut-être devenir plus raisonnable. Gratuité des frais de scolarité, alors même si c'est 600 €, et puis on peut rappeler également qu'on est rémunéré. Tout à fait, quand on est apprenti, on est rémunéré, effectivement. Et on cotise pour la retraite. C'est un peu loin tout ça, mais... Et ce régime d'apprentissage, on le pousse aussi maintenant de plus en plus en 3e année, quand on est statut étudiant. On peut faire les 2 premières années statut étudiant, donc 601 €. Et en 3e année, on fait un contrat de professionnalisation. Et donc on rebascule en alternance pendant la 3e année. Effectivement, on a la chance dans ces cas-là d'être payé. Et il y a de plus en plus de jeunes qui font ça, compte tenu du contexte qui fait que depuis 2 ans, c'est difficile de trouver un job étudiant. Voilà. Merci. Non, juste simplement pour donner des exemples de filières. Hein, donc, l'informatique, c'est très large, donc je ne vais pas vous donner toutes les filières, mais ça va effectivement du génie logiciel aux maths appliquées. On a parlé de sobriété numérique, on pourrait parler d'informatique quantique, de verdissement du numérique. Et dernière chose que je voudrais ajouter quand même, c'est qu'avec tous ces messieurs qui sont là, et mes chers amis, il y a des passerelles aussi qui existent dans tous les sens. Hein. Il y a des gens qui font une licence chez Patrick et qui viennent ensuite à l'ENSIE. Il y a des gens de l'ENSIE qui font une licence de maths chez Patrick. On a des doubles diplômes avec Denis. On a des filières communes avec François en matière de jeux vidéo et d'interaction numérique. Enfin voilà. Donc vous avez vraiment un panel très riche. Et effectivement, ça avait été dit par Marilyn au début. Lâchez-vous, il y a tout ce qu'il faut. Hein. Et je peux même vous dire qu'on a même d'ailleurs, j'ai regardé, en première année, j'ai des gens qui habitent Savigny-le-Temple. Donc voilà, tout est possible. Merci beaucoup, on peut l'applaudir également. Alors, Mathieu Buchon. Bonsoir à tous. Alors, vous venez de franchir la Seine, c'est-à-dire que jusqu'à maintenant, vous étiez dans le campus évrien, donc nos amis d'Evry, et puis voilà, on passe campus Sénarté. Ça s'est fait naturellement, vous constaterez. Hein. Vous êtes positionné, voilà, spontanément. Mais en fait, on s'aime beaucoup parce qu'on fait tous partie de SI et on travaille tous ensemble dans plein de situations. Donc voilà. Mais juste géographiquement, donc nous on est basé sur le carré Sénart et juste à côté de l'IUT de Sénart-Fontainebleau. L'ICAM, c'est une école d'ingénieurs, arts et métiers. Donc ça, c'est un concept purement français que vous n'allez pas comprendre. En fait, c'est des ingénieurs généralistes. Alors c'est pareil, quand on dit ingénieur généraliste, c'est un concept qu'on ne peut pas comprendre. On fait tous les domaines de sciences. Mécanique, électricité, informatique, génie industriel. Donc on est des ingénieurs qui peuvent discuter avec l'ensemble des experts et qui ont la plupart du temps un rôle d'interface, de chef de projet, de chef d'orchestre, qui peuvent travailler dans l'ensemble des secteurs d'activité, depuis l'agroalimentaire, le pharmaceutique, au BTP, en passant par l'industrie mécanique qui est notre plus classique, l'automobile, voilà, l'aéronautique bien évidemment quand on est sur le secteur. Pas Safran. Voilà, donc des ingénieurs généralistes. Alors on est beaucoup plus vieux, ça se voit d'ailleurs aux cheveux blancs, puisqu'on a été créé en 1898, voilà, ça fait très longtemps. On a été créé, nous, pas parce qu'il y avait l'informatisation, mais parce qu'il y avait l'industrialisation. Voilà. Et donc notre job principal, c'est de travailler dans les entreprises et de travailler dans les industries. Plusieurs gros challenges actuellement dans les industries. Réindustrialiser la France, vous l'entendez régulièrement.
le numérique qui vient traverser l'industrie avec l'industrie 4.0, et puis la transition énergétique, la transition écologique, un gros sujet pour l'industrie. Donc voilà, les ingénieurs ICAM, que ce soit en production, en maintenance, en qualité, en bureau d'études, en conception, sont forcément au cœur de tous ces sujets. Alors, l'école que je dirige propose 3 parcours. Un parcours le plus classique, celui qu'on a le plus historique, qui est le parcours intégré. Il se base sur des classes préparatoires pour les 2 premières années, puis un cycle école avec un parcours classique, si ce n'est qu'il y a beaucoup d'international, un expériment, enfin, il faut venir nous rencontrer pour comprendre, mais un parcours tel qu'on peut l'imaginer ingénieur. On a un deuxième parcours, on vient d'en parler, c'est l'alternance, donc nous on appelle ça ingénieur ICAM apprentissage. Là, notre premier cycle est en partenariat avec l'UPEC, l'Université Paris-Est Créteil, donc l'IUT de Sénart-Fontainebleau. On s'appuie sur 3 DUT différents, alors maintenant c'est 3 BUT, le GE2I, génie électrique informatique industriel, le GIM, génie industriel et maintenance, et le GCCD, génie civil construction durable. Voilà. Ces 3 BUT, la première année est en formation initiale, et dès la deuxième année, on est en apprentissage. Puis on rejoint l'ICAM, donc on quitte le BUT en deuxième année. On ne fait pas la dernière année de BUT, on quitte en deuxième année, on rejoint l'ICAM pour 3 années d'apprentissage, avec des typologies d'apprentissage qui sont différentes. Laurent parlait de 3 jours, 2 jours. Chez nous, on fait de l'alternance longue, donc plutôt 1 mois, puis 3 mois, 3 mois, puis 6 mois, 6 mois. Voilà. Et puis le dernier parcours qu'on a créé, c'est ce qu'on appelle le parcours ouvert. Alors ouvert pour plusieurs raisons. Ouvert parce qu'au début, on l'a ouvert à un public plus large. On ne pense pas que tous les ingénieurs sont forcément uniquement les élèves les plus scolaires. Les élèves qui choisissent l'apprentissage, par exemple, sont des élèves qui sont peut-être un peu moins scolaires, ils vont vers un BUT plutôt que vers une classe prépa, mais ils sont plus matures, parce qu'il faut aller en entreprise beaucoup plus vite. Et quand on est dans le monde de l'entreprise, il faut être adulte, parce que là, on est responsable de tout ce qu'on fait. Et dans le parcours ouvert, on a des jeunes qui sont plus créatifs, moins scolaires, qui n'aiment pas être assis sur une chaise et écouter un enseignant qui sait et qui leur distille le savoir. On a envie d'être acteur, de bouger, de faire du projet, de faire avancer les choses. Donc c'est un parcours un peu plus long, en 6 ans, mais qui est très international. Donc il est ouvert à des publics différents, il est ouvert à l'international. Les 2 premières années sont en français, quand on est en France, mais on opère le même parcours en Afrique et au Brésil et en Équateur. Donc au Brésil, c'est en portugais les 2 premières années. En Afrique, c'est l'Afrique francophone, donc pour l'instant c'est en français, mais on le fait aussi en Inde et puis en Afrique anglophone, on va le faire bientôt. Donc ça peut être en anglais. Les 2 années suivantes sont toutes en anglais, puisqu'on se mélange entre les différents campus ICAM. Donc 2 années en français, 2 années en anglais, et on rejoint soit le parcours apprentissage, soit le parcours intégré pour les 2 dernières années. Donc il est ouvert à des publics différents, ouvert à l'international, et ouvert à des pratiques pédagogiques différentes. Donc on est beaucoup moins souvent en cours classique, beaucoup plus souvent en situation problème, en situation projet, en situation de faire cours soi-même. Voilà. Donc ça, c'est notre 3e parcours, parce qu'on pense que tous les jeunes ne sont pas identiques, tous les jeunes n'apprennent pas de la même façon, n'ont pas le même plaisir d'apprendre, ne sont pas construits de la même façon, et qu'il y a de la place pour tout le monde. Donc moi, mon conseil, c'est pas de plafond de verre, allez rencontrer l'ensemble des écoles qui vous intéressent, l'ensemble des universités qui vous intéressent, allez voir sur place pour sentir comment ça se passe et vous dire est-ce que je vais m'épanouir à cet endroit, dans ce lieu, avec ces gens. Ça, c'est extrêmement important parce qu'une fois que vous sortirez d'une des écoles d'ingénieurs en France, il y en a 200 à peu près reconnues par la CTI. 201, 204, ça dépend. Il y a des fusions parfois. 200, c'est bien comment... CTI, Commission d'éthique d'ingénieurs. Donc c'est une instance qui habilite effectivement les... Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que seules les écoles d'ingénieurs habilitées par la CTI peuvent délivrer le titre d'ingénieur. Le titre d'ingénieur est un titre qui est protégé. Voilà. Donc quand vous sortez d'une école d'ingénieur, qu'elle soit en informatique, en numérique, généraliste, quelle qu'elle soit, vous pouvez faire n'importe quel métier. Et le titre d'ingénieur a ce mérite de protéger du chômage. Alors vous savez peut-être qu'il y a 8% de chômage aujourd'hui en France, ça fait la une des journaux en ce moment. C'est moins de 4 chez les ingénieurs, et c'est moins de 4 depuis toujours. Et 4, c'est grosso modo, c'est le taux le plus bas, c'est le taux de renouvellement. Donc c'est vraiment
avec cette formation, vous pouvez aller dans toutes les entreprises. Et moi, je connais des ingénieurs généralistes qui font de l'informatique et je connais des ingénieurs informaticiens qui construisent des ponts. Donc, vous pouvez vraiment, avec ces formations, vous épanouir par la suite. Ce que vous devez choisir, c'est où est-ce que vous allez vous épanouir l'année prochaine et les 4 ou 5 années suivantes. On viendra sur ce point dans quelques instants, justement, je vous demanderai un peu la question. D'avoir une réflexion peut-être un peu plus globale, effectivement, sur des conseils à donner, et puis une réflexion sur un choix d'orientation quand on n'a pas d'idée précise, justement, de ce qu'on souhaite faire l'année prochaine. On reste sur le versant Paris-Sénart ? Oui, il me reste 10 secondes pour conclure, c'est ça? Non. Jérôme. Donc, les IUT, on en a un petit peu parlé. Alors, nous, on est né en 1966. Et qu'est-ce qui caractérise les IUT, d'une manière générale? On est un acteur de proximité. J'ai tendance à dire qu'il y aura toujours un IUT près de chez vous. C'est le cas ici, puisque Sénart, Moissy ne sont pas vraiment loin d'ici. Donc déjà, la proximité, vous avez 113 IUT en France qui couvrent tout le territoire et les dom-toms. Ça, c'est la première chose. Je pense qu'on a été les premiers à développer la professionnalisation dans les universités, et c'est toujours le cas. C'est-à-dire que les IUT, c'est un petit peu le cocktail entre la professionnalisation, on a popularisé les stages à l'université, les projets, et également le monde universitaire. Il ne faut pas oublier que dans les IUT, il y a une lettre qui est au milieu, c'est le U. Donc, je pense que le triptyque, on le porte bien. Donc voilà, déjà, au niveau un petit peu du positionnement général des IUT, c'est la proximité et également la professionnalisation. Alors la proximité, on a 9 spécialités sur 24. 9 spécialités sur 24. Alors, sur le campus historique de Lieusaint, on a technique de commercialisation, gestion des entreprises, administration et carrière sociale, c'est-à-dire qu'on est présent dans le tertiaire, mais on est également présent dans le secondaire, c'est-à-dire qu'on a à peu près autant de filières tertiaires que de filières à peu près industrielles au sens large, puisqu'on a, attends, c'est bien, c'est Mathieu, il a fait mon travail, donc j'ai plus grand-chose à faire, donc on a le génie industriel et maintenance, le génie électrique informatique industriel, l'informatique, et également depuis 2 ans et demi sur Moissy, juste à côté de la gare également, donc génie civil, construction durable, le génie biologique et métier média Internet. On est également présent sur Fontainebleau, même si on est un tout petit peu en dehors du territoire Grand Paris Sud, avec de nouveau l'informatique, technique de commercialisation et gestion des entreprises et administration. Alors donc on est sur du post-bac. Alors, ce qui a changé depuis 1 an et demi, c'est qu'effectivement notre diplôme de référence est cette fois-ci le BUT, le Bachelor Universitaire Technologie, à la place du DUT. Alors, pour démystifier un peu la chose, le BUT, c'est tout simplement le mariage, ou l'addition, on va dire le mariage, ou l'addition du DUT, qui existe toujours, qui est délivré au passage. Au bout des 2 ans, on va en reparler, puisque justement, après le DUT et le BUT 2, on peut notamment partir chez nos amis d'ICAM, par exemple, pour 3 spécialités sur 9, parmi celles qu'on propose. Donc c'est un DUT plus, on va dire, la licence professionnelle. Le Bachelor Universitaire Technologie, c'est un nom entre guillemets d'usage, c'est un nom marketé, un nom bachelor. Il parle à l'international, mais c'est une licence professionnelle. Donc voilà déjà pour clarifier les choses. Alors au niveau de l'IUT Sénart-Fontainebleau, qu'est-ce qu'on fait pour affiner encore un petit peu plus notre positionnement par rapport à nos 2 grandes caractéristiques que sont, comme vous l'avez compris, la proximité et la professionnalisation. Alors premièrement, c'est l'alternance. En 1989, on a été la première formation post-bac à développer de l'alternance. C'était avec le Crédit Lyonnais, qui est devenu le LCL, c'était du contrat de qualification. Toutes nos formations, à partir de la 2e année, sont accessibles en alternance, apprentissage ou contrat de professionnalisation. Ça, c'est un profond marqueur, et ça va continuer à l'être. Deuxième marqueur qui est un peu plus récent, c'est qu'à partir de 2009-2010, on a commencé à développer l'international. Alors souvent, l'international, on le connaissait plutôt dans le cycle master ou à partir du niveau L. Nous, on a voulu déjà faire vivre à nos étudiants, à l'époque on était encore avec le DUT en diplôme de référence, de l'international dès la 2e année, des semestres de mobilité et des possibilités également de 3e année complètement à l'étranger. Donc ça, c'est un autre marqueur. Et le 3e marqueur qu'on souhaite développer, qu'on souhaite continuer à développer, c'est nos partenariats. Nos partenariats, et effectivement, ce qui va faire de plus en plus la différence, c'est les doubles diplômes. Donc Mathieu en a parlé, on a un partenariat donc déjà fort avec l'ICAM sur 3 spécialités sur 9. On travaille actuellement sur la partie tertiaire
sur un partenariat avec l'IMTBS, et on travaille des deux côtés de la Seine. Sur la partie informatique, on est en train de discuter avec l'EFRET, qui est également présent. Donc voilà, on est sur une politique très active de partenariat pour proposer en troisième année, donc à la fois nos BUT et également des bachelors d'autres partenaires ou la possibilité d'intégrer leur PGE, c'est-à-dire leur programme grande école. Donc les IUT, c'est quelque chose de très flexible, l'offre BUT, puisque vous pouvez soit rester 3 ans avec nous, dans 3 ans, et ensuite, soit vous insérer sur le marché du travail, puisqu'au départ, c'était la première mission des IUT. On a été créé en 1966 parce que la France manquait de ce qu'on appelle un peu de techniciens supérieurs, de cadres intermédiaires. Alors, c'est vrai que ces termes sont un peu moins utilisés maintenant, mais il ne faut pas l'oublier. Donc voilà, l'insertion professionnelle, mais vous pouvez tout à fait continuer ensuite en master. Et puis, vous pouvez également décider de nous quitter ou de partir en double diplomation au bout des 2 ans, puisque vous aurez le DUT qui sera délivré, et faire notamment des admissions parallèles, que ce soit sur la partie tertiaire, dans les écoles de commerce et de gestion, ou dans les écoles ingénieurs, puisque nos profils sont quand même, même si ce n'est pas les profils dominants, le profil dominant quand même en école d'ingénieur, c'est globalement des étudiants qui viennent des classes prépa, mais nous avons des étudiants qui souvent sont déjà passés par l'apprentissage et qui sont notamment particulièrement appréciés sur les filières apprentissage des écoles à la fois de commerce et de gestion et d'ingénieurs. Donc voilà, donc, je ne vais pas dire que tout est possible chez nous, les 24 spécialités d'IUT ne couvrent pas tout, mais quand même pas mal de choses. Juste un dernier point, donc effectivement, bon, je souscris à tout ce qui a été dit sur la notion de plafond de verre, etc. Mais il ne faut pas oublier d'être acteur, c'est un peu, voilà, aide-toi, le ciel t'aidera. Ça commence déjà par quelque chose de très clair, c'est-à-dire qu'il faut s'informer. Vous avez la chance, hein, je veux dire, nous à notre époque, Internet, je veux dire, la première fois que j'ai eu une adresse mail, j'avais 29 ans, hein, donc vous voyez, ça peut paraître un peu bizarre, mais c'est le cas, hein. Donc, soyez vraiment acteur, vous avez accès à un grand nombre d'informations. Alors, c'est vrai que ce grand nombre d'informations peut être aussi parfois déconcertant, parce qu'on a été étudiant, et puis on a été aussi, ou on est parent de lycéens. Moi, j'ai des enfants qui ont 22 et 20 ans, donc je suis passé il n'y a pas très très longtemps en version Parcoursup parentale. Et donc, effectivement, ça peut être un peu stressant, mais il faut aller vraiment à la pêche à l'information. Voilà, une orientation réussie dépend en partie ou en grande partie déjà par votre curiosité intellectuelle. Donc voilà, profitez-en, interrogez tous nos collègues sur différents stands. Voilà, merci. Merci beaucoup, Jérôme. On peut effectivement l'applaudir. Alors, avant de revenir, je vous propose peut-être de passer aux questions qui souhaitent avoir des précisions, peut-être, qui s'interrogent sur une filière. Oui. Donc c'est une question au directeur de l'UPEC. Je voulais savoir si pour le DUT, est-ce que le fait d'avoir allemand en deuxième langue, est-ce que c'est un obstacle? Nein, das ist nicht ein Problem. Excusez-moi, c'était... alors déjà, je vous remercie de m'avoir accordé une magnifique promotion, puisque je suis directeur de l'UT et je ne suis pas encore président, et je ne serai sans doute jamais président de l'UPEC, mais je vous remercie pour cette promotion, ça me fait chaud au cœur. Alors, sur les BUT ou DUT, je vais dire les deux, tertiaires, on propose la LV2, donc le fait de faire allemand, ce serait plutôt pour technique de commercialisation, GEA? Non, ce serait plutôt pour métier multimédia. Métier du multimédia, Internet. Le fait de faire allemand LV1, de toute façon, après, chez nous, tout le monde repasse en anglais, première langue, hein, donc après, mais faire allemand LV2, c'est pas de souci. Au pire, lorsqu'on n'a pas la LV2, on essaie de se débrouiller avec un acteur du distanciel. Voilà, ne vous inquiétez pas, c'est même pas un souci mineur. Merci. Et puis vous pourrez poser une question tout à l'heure, et puis après vous m'appellerez Monsieur le Ministre. La promotion va vite. Hein. D'autres questions, d'autres interventions? Alors, je vais rebondir sur la question de l'international. Est-ce que c'est important, effectivement, de maîtriser plusieurs langues vivantes? Il me semble d'ailleurs que pour obtenir le titre d'ingénieur, il faut impérativement obtenir un certain score au TOEIC. Alors,
Pour les écoles d'ingénieurs, l'anglais est la langue principale. Il faut, pour avoir un diplôme reconnu par la CTI, avoir ce qu'on appelle un niveau B2 en anglais. Donc ça correspond à un TOEIC 785 ou un First Certificate of Cambridge grade C ou un TOEFL, je ne sais plus le numéro. Enfin, il y a X formats d'examens de langue qui tous peuvent donner le niveau B2, sachant qu'après B2, il y a, en fait, c'est 1, A2, B1, B2, C1, C2. Quand on est C2, on est fluent. Voilà, donc l'anglais est principal. Après, la plupart des écoles font une deuxième langue, mais sur laquelle on n'a pas d'obligation de résultat pour ce qui est de l'ICAM. Denis, oui. Bon, avant de passer le micro à Denis, juste j'en profite. Le NSIE, on fait notre journée porte ouverte le 12 mars. Alors, cette question des langues est extrêmement importante dans toutes les formations supérieures. On est maintenant dans une économie qui est complètement internationalisée, mondialisée. Donc, que ce soit les écoles d'ingénieurs ou les écoles de management, la maîtrise d'un certain niveau d'anglais est indispensable. Chez nous, il y a une obligation de faire un séjour à l'international aussi. Et on a la possibilité à l'école, et c'est vrai, on le fait d'ailleurs avec les autres écoles, d'apprendre une deuxième ou une troisième langue. Et on a une offre de 10 langues vivantes sur le campus, mais l'anglais est obligatoire pour tout le monde. Et une partie de nos cursus peuvent être faits complètement en anglais. C'est ce qu'on appelle l'English Track. Y a-t-il d'autres questions? Ou alors on va aborder la mobilité internationale aussi qui est proposée au sein de vos établissements respectifs. Est-ce qu'il y a une autre question? Alors on poursuit sur l'international. Alors, mobilité proposée, ça c'est toi qui choisis l'adjectif, encore une fois par la CTI. Ou imposée, effectivement. Elle n'est pas dans le proposée, cadre, elle est imposée. Elle est exigée. Voilà, elle est exigée pour le diplôme, effectivement, en statut étudiant sur un certain nombre de mois, au minimum 6 mois. Et elle l'est aussi, et c'est un vaste débat, elle l'est aussi dans la filière apprentissage. Bon, là, on peut se demander si ça a complètement du sens que ce soit exigé, justement, et non pas seulement proposé. Donc je retiens l'adjectif. Alors, sur IMTBS, l'international est aussi obligatoire. Alors, ce qui est obligatoire, c'est une expérience internationale. Ce n'est pas forcément de partir faire ou un stage ou un échange académique. Les modalités peuvent être très différentes. Ce qui est essentiel, ce qui est indispensable pour être diplômé, c'est d'avoir cette expérience internationale. Le plus souvent, ça se matérialise effectivement par un échange académique dans une institution partenaire, que ce soit d'ailleurs pour le programme bachelor, donc le bac plus 3, ou le programme grande école, donc le bac plus 5. Et on a, comme les autres écoles, tout un ensemble de partenariats, et on a des accords spécifiques pour notre bachelor. Il y a 3 lieux qui sont les lieux où un morceau de la promotion va, qui sont d'un côté en Espagne, de l'autre à Dublin, et le troisième à Miami, donc les étudiants choisissent. Et du côté du programme Grande École, on a des étudiants un peu partout sur la planète, alors un petit peu moins en période de Covid. On en a même qui font des doubles diplômes. En ce moment, il y a 6 étudiants de l'école qui font un double diplôme dans la meilleure université coréenne qui s'appelle KAIST à Séoul. Pour donner un exemple, on a aussi des partenariats avec l'université Virginia Tech, donc aux États-Unis, et avec une université au Québec. On envoie des groupes d'étudiants, sinon il y en a un petit peu partout sur la planète. Je vais dire quelque chose d'important. Pareil. Et j'ajoute que, donc il y a les figures imposées dans une école d'ingénieur, dans une école de management. Les élèves doivent justifier d'un parcours international d'un certain nombre de semaines durant l'intégralité de leur scolarité. Donc, et il y a les figures libres. On peut aussi en faire un peu plus en matière d'échanges internationaux. Et je voudrais partager ça avec vous. Quand on arrive, par exemple, à IMTBS ou à Télécom Sud Paris, il y a un campus super. Honnêtement, il y a un campus super. Denis en a parlé tout à l'heure. Donc, nous, on a des étudiants dans notre école qui se disent déjà, je suis un peu timide, je ne vais pas faire un échange à l'étranger, en Suède, en Azerbaïdjan, au Brésil, etc. Puis en plus, le campus est super, si je pars à l'étranger, j'en profiterai pas. En fait, il faut réfléchir différemment. Parce que ceux qui ont hésité vraiment à y aller et qui sont partis quand même, ils reviennent quelques mois après. Et alors, c'est les plus grands prosélytes du fait qu'il faut absolument y aller. Hein. Heureusement que j'y suis allé.
Parce qu'en termes de nouvelles expériences, de découverte de nouvelles cultures, de nouvelles manières d'apprendre, d'autres jeunes hommes, jeunes femmes, c'est des manières complètement différentes de travailler. Ça reste toute sa vie. Et encore, ceux qui reviennent, ils ont juste 22, 23 ans. Et quand on fait des repas avec des vieux comme moi, des anciens combattants, des anciens élèves, et qu'on parle de nos différentes expériences, la plupart du temps, on parle de nos expériences à l'étranger quand on était étudiant. Donc, je voudrais vous faire passer ce message. Si à un moment dans votre... Vous avez la chance de pouvoir faire ça, et qu'à un moment dans votre cursus étudiant, vous hésitez, alors il ne faut pas hésiter, il faut y aller, il faut foncer. Si vous avez cette chance-là, il faut y aller. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. De la même façon, en licence, vous pouvez faire en deuxième et troisième année des parcours avec des échanges internationaux et vous êtes accompagné financièrement. Vous connaissez tous Erasmus, ça ouvre à un certain nombre de pays, Erasmus+, encore plus. Et puis, il y a un accompagnement en fonction sur critères sociaux de la région Île-de-France et de l'argent que l'université met aussi. Comprenez, et c'est un peu en écho à ce que vient de dire François, nous avons plus de possibilités que de jeunes qui bougent. Mais ça, c'est aussi dans la famille qu'il faut travailler. La mobilité européenne et au-delà de l'Europe, c'est toujours un enrichissement. Ça vous place directement dans une situation où vous évaluez par vous-même le monde tel qu'il se présente dans sa diversité et on revient très enrichi. Effectivement, le volet financier, ça ne doit pas être un frein à la mobilité puisque des différents dispositifs d'aide, notamment financiers, permettent de faciliter cette mobilité. Alors, juste avant de conclure, le mot de la fin, ce qu'il faut retenir finalement. Alors, je rappelle le thème de la conférence, l'excellence pour toutes et tous. S'il fallait retenir peut-être quelque chose, peut-être une petite germe pour réfléchir, pour mûrir peut-être un projet d'orientation, qu'est-ce que ce serait? Jérôme? Tout le monde peut être excellent. Ça, il faut vraiment en être persuadé. Tout le monde a du talent. Il suffit de rencontrer les bonnes personnes et de bosser. Tout le monde peut vraiment être excellent. Voilà. Et donc l'excellence pour tous, oui, nous devons tous y croire et c'est possible. Tous les matins, vous devez vous lever en vous disant « je peux être excellent » et faire ce qu'il faut pour le devenir. Ou le rester. En fait, notre problème, c'est qu'on pense qu'il y a une excellence, alors qu'il y a des excellences. Alors, j'adore le sport. Imaginez, on va prendre l'athlétisme. Imaginez qu'on demande à un lanceur de marteau de courir le 100 mètres haies. Il va être nul au 100 mètres haies et excellent au lancer de marteau. Imaginez qu'on demande à un coureur de 100 mètres de lancer le javelot. C'est compliqué pour lui. Donc, en fait, si on pense qu'il y a une excellence, alors c'est difficile pour tout le monde d'être excellent, s'il n'y a qu'un seul modèle. Mais il y a des excellences. Chacun doit trouver la sienne. Et c'est ça qui rend le modèle possible. Donc, pour faire écho à ce que disait Mathieu, s'il y a des excellences, il y a donc pluralité de parcours. Voilà. On n'a pas tous vocation à aller Henri IV, avec tout le respect que j'ai pour Henri IV et la poule au pot. Mais voilà, il n'y a pas que Louis le Grand, Henri IV dans la vie, avec tout le respect que j'ai pour CIC. Donc, la pluralité des parcours est très importante. Et n'oubliez pas que tout ne s'arrête pas après 25 ans. On n'en a pas parlé, il y a la formation tout au long de la vie. À l'UT, juste parenthèse, nous sommes le premier pourvoyeur de l'UPEC en validation des acquis d'expérience. À la fois au titre individuel, mais on fait aussi des VAE pour différents grands groupes, par exemple de la distribution et autres. Voilà, il ne faut pas oublier la formation tout au long de la vie, parce qu'on a eu un peu de mal à ce niveau-là. Mais ça se développe, ça commence. Voilà. Juste oser, et je rappelle juste encore une fois, il manque 10 000 ingénieurs en informatique par an. Donc voilà, réfléchissez. Alors, pour conclure, l'école, elle a 4 valeurs. L'audace, l'excellence, l'ouverture, la responsabilité. C'est très simple, on s'y retrouve. Pour cette excellence, c'est ouvert à tous, absolument ouvert à tous. Il faut oser, et c'est de votre responsabilité d'y arriver à cette excellence, avec notre aide, avec l'aide de l'ensemble des systèmes, mais c'est vous qui êtes les acteurs. Juste un mot pour vous dire que
Vous avez là-haut quelque chose d'assez incroyable qui s'appelle le cerveau. À 16 ans, 17 ans, 18 ans, 19 ans, 20 ans. Et après, il est capable à la fois de créer tout ce qu'il y a autour de vous. Ça sort d'un cerveau humain, toujours. Et si le monde, vous trouvez qu'il est mal fait, eh bien, vous utilisez votre cerveau pour le changer, vous y arriverez. Ça, j'en suis certain. Merci. Alors, Marilyn, je vous invite à conclure après ces formules, ces bonnes phrases. Oh, mais je vais être très très courte. En fait, créez votre excellence finalement. Vous avez le choix de créer votre propre excellence. Et pour créer votre propre excellence, eh bien, allez découvrir maintenant dans la grande salle en bas tous les stands. Vous allez y retrouver forcément toutes les écoles et toutes les universités qu'on y a vues ici, et puis aussi d'autres établissements. Donc, donnez-vous rendez-vous en bas et regardez. Et puis, pour les parents aussi, j'étais en train de penser, si vous avez des VAE à faire, c'était aussi pour vous, en fait. Voilà, merci beaucoup à vous, messieurs, pour la qualité de la conférence.